kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qui nous parlent pas mal d'Europe ce matin. Semaine décisive pour la Grèce, titre Direct Matin. Alors que les négociations sur la dette du pays se poursuivent, Athènes devrait verser 460 millions d'euros au Fonds monétaire international jeudi. Mais le pays est loin d'être tiré d'affaire, explique le Gratuit. La Grèce qui cherche des soutiens tous azimuts, c'est la raison pour laquelle son Premier ministre Alexis Tsipras regarde vers Moscou. Il y sera d'ailleurs reçu tout à l'heure par Vladimir Poutine. À un mois pile des élections législatives britanniques, l'opinion s'inquiète. L'Europe face à une Angleterre tentée de partir. Un risque bien plus grave que le Grexit, l'éventuelle sortie des Grecs de l'Union européenne. Le Monde revient en une sur le massacre de 142 étudiants par des djihadistes au Kenya. Le Kenya traumatisé par la tuerie de Garissa. Libération s'intéresse au profil des tueurs et notamment aux meneurs de ce commando, passé de brillants juristes au statut de djihadistes. 20 minutes a recueilli le témoignage d'un prof pédophile repenti. Il y a 6 ans, il a été arrêté pour détention d'images pédopornographiques. Condamné à une obligation de soins, le juge à l'époque ne lui a pas interdit d'enseigner. Depuis, il intervient dans des groupes de parole pour démontrer que l'on peut s'en sortir. Mais il angoisse face à la volonté de rechercher dans les vieilles affaires pour faire une purge dans l'éducation nationale. Si je me fais virer, dit-il, je me suiciderai. Et il ne serait pas seul dans ce cas, selon la responsable d'une association qui vient en aide aux pédophiles abstinents. Franchement, on n'est pas très à l'aise en lisant ce témoignage ce matin. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ? Eh bien, il y a la ruée sur les stages contre l'angoisse en avion. C'est la une de l'Est républicain qui assure que depuis le crash de la Germanwings, de plus en plus de passagers cherchent à se rassurer par le biais de stages, de thérapies ou même de formations dédiées aux coulisses des vols. Dans la Provence, 3 mois, jour pour jour après l'attentat de Charlie Hebdo, le témoignage du frère du policier tombé sous les balles des frères Kouachi. Il était chargé de la surveillance de Charbes. Franck est mort debout, dit son frère, qui espère que personne n'oubliera ce 7 janvier 2015. Et puis un même constat dans plusieurs régions de France, en Languedoc-Roussillon, dans Midi Libre ou en Anjou, dans le Courrier de l'Ouest. La culture souffre des restrictions budgétaires. Plusieurs rendez-vous culturels ont ainsi disparu en Maine-et-Loire, comme l'explique le Courrier de l'Ouest. La une de Vaucluse matin vous a aussi intrigué, Marion. Ça concerne la cigarette dans les lieux publics. Il paraîtrait que ce serait encore interdit. Oui, mais ça ne se voit pas forcément parce que 8 ans après l'interdiction de fumer dans les lieux publics, eh bien Vaucluse Matin fait le constat que l'on y fume quand même. Illustration à Avignon, avec en quelque sorte une tournée des bars en centre-ville. Première étape dans un quartier touristique. Aux petites heures du jour, le patron s'affiche lui-même clope au bec. Même chose un peu plus loin avec ce même constat. Quand il n'y a que des habitués, on relâche un peu la bride, surtout à l'heure de l'apéro, mais chacun des patrons l'assure, il faut que les choses se fassent en bonne intelligence. Si quelqu'un se plaint, oust, tout le monde dehors. Et les clients, eux, là, on a un peu l'impression de retourner en 2007, entre ceux qui soutiennent mordicus cette interdiction de fumer et ceux qui s'insurgent contre la restriction des libertés individuelles. On pourrait aussi interdire la musique dans les lieux publics, suggère un autre. Voilà, on a l'impression qu'on est encore en plein débat. Il y a toujours de la mesure dans ce genre de débat. Voilà. Toujours, oui. Alors qu'on a bien interdiction de fumer dans les lieux publics. Y compris dans les terrasses couvertes notamment. Tout ça, c'est de la tolérance. C'est à lire donc dans Vaucluse Matin aujourd'hui. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, une lettre de Bill Gates. Il ne vous l'a pas envoyée directement, il l'a envoyée aux employés de Microsoft. Oh, ça va, je l'ai lu quand même. Alors, c'est vrai que c'est un petit événement quand même dans la presse américaine et notamment sur le site de Verge. Parce qu'en principe, Bill Gates n'est plus à la tête de Microsoft. Depuis le milieu des années 2000, maintenant, il fait de la philanthropie. Vous me direz, ça tombe bien, puisqu'on le présente comme l'homme le plus riche du monde, aux alentours de 80 milliards de dollars. Axel, c'est ça à peu près ? Oui, il a 20% de Microsoft. Alors, sauf que Microsoft vient de souffler ses 40 bougies. Et oui, 40 ans déjà. Alors, c'était la naissance le 4 avril 75, pour être précis. Et 40 ans, forcément, dans le genre anniversaire, ça se fête. Alors, tel maître Yoda, descendant parmi les chevaliers Jedi, Bill Gates a écrit donc au peuple de Microsoft pour lui dire qu'il pense davantage au futur qu'au passé. Parce que l'informatique va évoluer plus vite dans les 10 prochaines années que jamais auparavant. C'est ce que prédit Bill Gates. Nous sommes proches du moment, dit-il, où les ordinateurs, les robots seront capables de voir, de bouger
et d'interagir naturellement. Et c'est pas inquiétant, ça d'ailleurs, cette vision de l'avenir? Mais non, c'est pas inquiétant, Axel. Ça s'appelle le progrès. C'est la possibilité de simplifier encore plus la vie des gens, d'aider à régler leurs problèmes. À la fin de sa lettre, Bill Gates pense à celles et ceux dans le monde qui n'ont pas encore droit à l'informatique, à nos écrans plats, à nos smartphones, parce que c'est trop cher, parce que c'est trop compliqué. Et justement, le père de Microsoft demande aux salariés, il y en a 123 000 quand même à travers le monde, il leur demande de réfléchir à ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour rendre cet univers accessible à tous, connecter les peuples. Nous avons accompli beaucoup de choses en 40 ans, dit-il, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a après. Alors, vous me direz, c'est peut-être un petit peu gnangnan parfois à écouter, mais quand on sait que cette lettre est écrite par un homme qui, à l'âge de 20 ans, donc il y a 40 ans, passait pour un fou quand il disait vouloir faire entrer les ordinateurs dans chaque maison, moi, je suis tenté de lire ce genre de lettre attentivement. Bon, mais ils ont une petite prime quand même, les salariés de Microsoft, pour les 40 ans ou pas? Juste ça une lettre. Pas trop mal. Il y a eu des ratages quand même chez Microsoft, Axel. Dont notamment Internet Explorer. Voilà. Vous savez, pour accéder, ils vont le fermer. Et vous avez vu, il parle comme Bill Gates. S'il y a une prime, il répond sur autre chose. Il est fort. Alors, Axel de Tarlet, américain. Pendant que Bill Gates envoie des lettres, reviens. vous allez à la poste. Voilà. Que vont devenir les bureaux de poste? C'est la une du Parisien aujourd'hui. Supermarché avenir de la Poste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien oui, parce que dans le 16e arrondissement, figurez-vous que si vous allez avenue de Versailles, que vous voulez poster une lettre ou retirer un recommandé, il faut aller au Franprix, parce que la Poste a fermé et maintenant c'est la caissière du Franprix qui prend votre poste ou qui la franchit, ou bien vous faites la queue, vous dites donc j'ai un recommandé à chercher, etc. Oui, les gens réagissent bizarrement d'ailleurs face à ça. Oui, ils disent. Alors d'abord, ils ont un peu de compassion vis-à-vis des facteurs qui disparaissent, même s'ils oublient, ça c'est vrai que c'est spécifié dans l'article, l'avantage du Franprix, c'est il est ouvert le soir jusqu'à 20h45 et le dimanche jusqu'à 13h. Voilà. Mais bref, donc en tous les cas, ce qui se passait dans les villages, à savoir la fermeture des bureaux de poste qui reprenait l'émission de la Poste. Exactement. Maintenant, on ne dit plus les bureaux de poste, on dit des points de contact. Parce que c'est-à-dire que pour aller poster la lettre, il faut aller dans l'épicerie, tout à fait. Eh bien, ce qui est arrivé dans les villages arrive maintenant dans les villes. Maintenant, ce sont les bureaux de poste dans les villes qui ferment. Et d'ailleurs, la Poste se dit. Peut-être que les citadins sont moins attachés que les ruraux à leur bureau de poste. Ils disent après tout, j'irai ailleurs, etc. Voilà, alors vous le connaissez tous, le problème de la Poste, c'est que le courrier est en chute libre. Depuis 2008, le volume du courrier a baissé 30%. Ce sera moins 50 d'ici 2020. Et donc, la Poste, ça coûte très cher. Ça coûte 4,4 milliards là. Elle dit d'entretenir ses bureaux de poste. Elle dit qui va payer parce que sinon, ce seront nos impôts qui paieront. Et donc, elle s'adapte en fermant des bureaux de poste et en faisant autre chose. Donc, on s'inquiète pour les bureaux de poste, on s'inquiète aussi pour les postiers. Savoir qu'à la Poste, il y a 240 000 personnes qui travaillent à la Poste. C'est 1% de la population française, de la population active. Voilà. Et qui font un boulot formidable au contact, notamment des personnes les plus isolées dans les campagnes et tout ça. C'est important le postier. Et voilà. Et là, Thomas, vous mettez le point sur l'atout. Le facteur est la seule personne qui, quand elle sonne chez vous, vous lui ouvrez naturellement et vous n'avez pas peur. Et donc, c'est en s'appuyant sur cette sympathie que dégage le facteur qu'on va essayer la Poste de se réinventer. Et donc, ils essayent de se trouver des missions. Alors, la dernière qu'ils ont inventée, il y a un petit côté concours l'épine. Figurez-vous que la Poste a passé un partenariat avec Nespresso. Et donc, vous allez pouvoir lui remettre vos dosettes usagées. Voilà. La Poste se trouve des métiers. Voilà. Voilà, la une du Parisien, donc supermarché avenir de la Poste ce matin. Et qui essaye de conduire aujourd'hui. Ce soir sur France 2 à 22h40, il y a Crash. C'est quoi Crash? C'est un stage de récupération des points. D'abord, est-ce que vous avez tous vos points? Oui, 12. Donc vous n'avez jamais fait aucun stage de récupération, j'imagine. Ils sont revenus tout seuls. Eh bien, vous allez. C'est vrai, oui, c'est possible. Oui, bien sûr. Ce documentaire va vous envoyer dans ce stage de récupération. C'est une sorte de huis clos. Alors d'un côté, vous avez un moniteur d'auto-école et une psychologue, et puis de l'autre, il y a 12 personnes qui sont très différentes, qui sont elles venues récupérer 4 points. Il y a par exemple Grégory, il a 42 ans, il est chauffeur routier. Il lui reste 1 ou 2 points, il s'en souvient pas très bien, et c'est un habitué des stages. Je suis responsable de moi-même, donc si j'ai envie de téléphoner en conduisant, il n'y a pas qu'un droit de me l'interdire. Si j'ai envie de rouler à 160, personne n'a le droit de me l'interdire. Je fais ce que je veux, quoi. Et il fait ce qu'il veut. Oui. Alors face à lui, il y a lui. Oui, il y a un peu anarchiste sur tous les bords. Surtout, c'est un peu compliqué. Vous allez voir Alain, il est pasteur de métier, il est face à lui. Comme Marie, alors commercial, elle, c'est son 3e stage. Et puis il y a Jean-René qui est un retraité et lui, il a une sale manie. Quand il y a un feu orange, j'accélère au lieu de freiner. Le dernier feu, ça a été en allant au stage.
J'ai été grillé. Mon attitude dans la vie, c'est de passer, quoi qu'il arrive. Et voilà, alors on en rigole, mais en fait, c'est extrêmement grave. Voilà. Et alors, ce qui est catastrophique, c'est qu'ils minimisent complètement leur infraction. Quelques kilomètres au-dessus de la limitation, un feu orange au lieu d'un feu rouge. C'est toujours la faute des autres, en fait. C'est la faute des policiers qui sont en haut de la montée pour les arrêter à cause d'une infraction à la vitesse. C'est la faute de l'État. Et c'est surtout 2 jours de stage pour le pauvre moniteur d'auto-école pour gérer beaucoup de colère. Moi, j'ai eu un cas, je n'ai jamais passé ce feu orange, même pas rouge. J'ai été arrêté, j'ai 4 points en moins. Je suis fortement énervé, comme je suis maintenant parce que c'est arrivé il y a une semaine. On n'est pas en démocratie, c'est une énorme plaisanterie et on n'est pas égaux devant la loi, c'est tout. Voilà, et c'est pendant 2 jours comme ça, il faut maîtriser la colère des gens. Ça laisse pantois, franchement. On sent que les messages de prévention routière ne passent absolument pas, on en est parfois mal à l'aise. Et d'ailleurs, le documentaire se termine avec des images d'accidents qui ont été diffusés pendant le stage, et ça vaut quand même pour tous les discours. Donc ça s'appelle Crash, c'est sur France 2 à 22h40, sinon ils peuvent aller faire un petit tour dans les centres de rééducation, ils seront, je pense, ça a une vertu pédagogique assez intéressante. Merci à tous, rideau sur le kiosque.